Alors la dernière fois, on a pris le temps d'identifier en nous ce qu'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus fondamental. On va dire au-delà plus profondément que les formes classiques. Vous voyez, ce qu'on appelle quelqu'un d'intelligent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait gérer les informations, c'est quelqu'un qui réagit rapidement. Voilà, donc on est essayé d'aller voir comment derrière, on va dire, les usages plus élaborés de l'intelligence, il y a en fait un mouvement fondamental. Et je voulais juste revenir là-dessus. L'intelligence, en fait, ne relève pas du faire. C'est-à-dire que je dois la laisser vivre, l'intelligence. Elle a son mouvement propre. C'est pas parce que vous tirez... à 12 ans, c'est pas en tirant sur les bras qu'on les fait pousser. Et même si on essaye d'accompagner la digestion par tel ou tel aliment, voilà, l'organisme physique, il se meut par lui-même. Et on a plus à respecter, à comprendre, au sens de l'intelligence, hein, à faire nôtre le fonctionnement de notre organisme pour l'accompagner. C'est tout un chemin d'ailleurs, parce que notre organisme, il y a plein de choses qui l'empêchent de fonctionner. Et notamment, c'est l'affectivité, on le reverra, l'affectivité bloque beaucoup le mouvement naturel du vivant qu'est l'humain, et notamment même son organisme. L'affectivité, c'est un peu différent, parce que l'affectivité, je vois bien qu'elle fonctionne, elle se meut rarement de manière équilibrée. Ça arrive, hein, qu'on ait des moments où nous sommes dans une relation affective à la fois réceptive, paisible, dynamique, créative. Mais plus on est lucide, donc présent, plus nous faisons notre affectivité, plus nous voyons qu'il y a une part de notre affectivité, qui n'est pas la part la plus consciente d'ailleurs, qui n'est jamais en paix, jamais harmonieuse. C'est le drame de la vie humaine, c'est qu'il y a une intériorisation du négatif dans l'affectivité. Il y a la mémoire. Hein. Et que malheureusement, l'humain passe son temps de manière non consciente, en grande partie non consciente, à gérer la mémoire du négatif. Ce qui serait génial, c'est que nous n'ayons pas de mémoire du négatif. Ça nous glisse dessus comme les peaux d'un canard. C'est-à-dire que le chien, quand tu avais 2 ans, le chien a failli te manger, bon, il a failli te manger, voilà, point. Pour ça, le chien, il a disparu, et la peur de te faire manger a disparu aussi. Alors, c'est vrai déjà, même l'animal peut avoir une mémoire, appelons ça une mémoire traumatique, en tout cas une mémoire du négatif. Et surtout une mémoire de la menace, hein, puisque la mémoire que l'on a, c'est de ce qui paraît menacer le vivant que nous sommes, ce qui empêche sa vie, donc ce qui le menace de mort, ce qui empêche sa conservation et sa survie, et ce qui menace aussi son déploiement. Voilà, et donc c'est pas l'affectif, c'est complexe, hein, à la fois je dois accepter de découvrir son mouvement propre, naturel, et en même temps, j'apprends à faire, et c'est là que l'intelligence elle est capitale, parce que j'apprends pas simplement par empirisme. J'ai besoin vraiment de mettre à sa juste place. C'est très bizarre. La mémoire, si je ne fais pas attention à elle, surtout la mémoire inconsciente, elle risque de tenir lieu de prisme fondamental dans ma manière de vivre. La peur, notamment. Essentiellement la peur, d'ailleurs. La peur et la culpabilité. La culpabilité, c'est beaucoup plus élaboré, mais voilà. Et donc, ces émotions, à la fois, j'ai à découvrir progressivement. Vous voyez, c'est très bizarre. On n'a pas du tout à faire ça dans l'organisme. L'organisme a à savoir qu'est-ce qui est bon pour ton estomac, qu'est-ce qui n'est pas bon pour ton estomac, qu'est-ce qui est bon pour ta peau ou pour ta respiration, qu'est-ce qui est mauvais pour ta peau ou ta respiration. C'est pas aussi complexe. Le mouvement de l'affectivité,
c'est pour ça que, en fait, on devrait, c'est pas du tout ce qu'on fait d'ailleurs, mais c'est ce qu'on devrait. On devrait de 0 à 20 ans accompagner la croissance de l'humain dans l'apprentissage de la découverte du dynamisme fondamentalement naturel et positif de l'affectif. D'accord ? Aller vers ce qui, sensiblement, est manifestement bon pour moi, sans même que j'y réfléchisse d'ailleurs. M'éloigner de ce qui sensiblement se manifeste comme mauvais pour moi. Donc se laisser d'une certaine manière orienter par la capacité sensorielle de repérer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Apprendre à bénéficier du bon. Voilà. Quand il s'agit de l'intelligence, l'intelligence, non seulement, elle n'a pas un double fond, comme l'affectif, il n'y a pas de dédoublement, d'accord ? L'intelligence, elle ne repose pas sur la mémoire, on l'a vu la dernière fois. On va voir que la mémoire permet d'améliorer la dynamique de l'intelligence, mais fondamentalement, l'intelligence, ce n'est pas lié à la mémoire. Quelqu'un qui a Alzheimer, il a exactement la même intelligence que quelqu'un qui a emmagasiné des tonnes de choses dans sa mémoire et qui ne peut pas les effacer. Et puis, l'intelligence, fondamentalement, elle n'est jamais malade. L'organisme peut être malade, peut vous empoisonner. Ça n'existe pas, l'intelligence malade, ça ne veut rien dire même. Parce qu'elle est simple, l'intelligence, radicalement. Donc elle est indestructible, inempoisonnable, sans double fond. C'est pour ça qu'Aristote la compare à de la lumière. Et elle a un mouvement naturel, qui est celui de connaître. C'est-à-dire qui est celui de faire sien ce que je sens. Autrement dit, de transformer l'expérience de la sensation en expérience de connaissance. C'est-à-dire, on l'a vu la dernière fois, spontanément, l'intelligence lit, au sens de lire, lit les choses de l'intérieur de ce qu'elles sont. Alors, non pas de manière intuitive, et donc elle dépend de la sensation, et on voit bien du coup très vite que dès qu'on réfléchit 15 secondes, on voit bien que là où il peut y avoir des interférences, c'est pas dans la sensation, mais c'est dans l'élément affectif qui accompagne la sensation. Tu vois une limace, une araignée, un scorpion ou une pieuvre. C'est très intéressant. Pourquoi ça te fait tuer ? Tu te lèves le matin, il pleut, le ciel est bas, il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu dis, il ne fait pas beau aujourd'hui. Ouais, c'est l'affectif, ça. La sensation, tu ne dis pas ça du tout. Et donc, la problématique, voilà, de nouveau, c'est le positionnement affectif non réaliste. Parce que c'est pas, dire c'est pas beau, c'est une appréciation esthétique qui est totalement subjective. Vous savez bien, les paysans, les agriculteurs sont jamais contents du temps qu'il fait. Parce que, sauf quand ils font de la monoculture, mais si tu fais de la polyculture, tu n'es jamais content parce que le temps d'aujourd'hui, il va très bien pour ça, mais il ne va pas bien du tout pour ça. Parce que c'est pas possible qu'il pleuve sur la partie qui a besoin de pluie, qu'il fasse du soleil sur la partie, et puis que ça soit tempéré, là un peu plus froid, là un peu plus chaud, il n'y a pas de... voilà, la nature, elle n'est pas organisée comme tu voudrais, selon. Et donc, mais voilà, ce qui m'importe, c'est de revenir au fait que l'intelligence, elle a son mouvement propre et qu'il s'agit simplement l'accompagnement de l'intelligence par la compréhension de moi-même et de mon intelligence, c'est de la libérer, c'est de la laisser vivre. D'autant plus que c'est ce qu'il y a de plus vivant en moi. Ça veut dire c'est d'aimer. Non, c'est pas d'aimer le plus vivant. Le pauvre amour, on verra bien. Se porter vers l'autre, accueillir l'autre comme il est, c'est une aventure dans laquelle les intentions peuvent être parfaitement pures, mais alors la réalisation, elle l'est jamais. L'intelligence, si. Et donc, on pourrait presque dire, ça veut dire que dans une écologie de la personne, la tâche fondamentale de la personne humaine, c'est de laisser son intelligence vivre. Et évidemment, la première manière de la laisser vivre, c'est de laisser ma sensation la nourrir. Enfin, l'expérience sensorielle, pour être plus précis,
pour laisser l'expérience sensorielle à nourrir, parce que c'est à partir de l'expérience sensorielle que l'intelligence connaît. Et je vous le rappelle, on l'avait vu l'année dernière, l'expérience sensorielle de ce qu'on appelle les sensibles propres, c'est-à-dire de ce qui ne peut pas se faire par l'image, qui ne peut se faire qu'en direct. Hein, puisque toute image, y compris celle dans le miroir, annule les sensibles propres. Vous me direz, mais pourtant, sur la photo, je vois bien la couleur des choses. Non, tu ne vois pas du tout la couleur des choses. Ce que tu vois, c'est la réaction chimique sur une feuille de papier ou sur une plaque des effets de la lumière. Ça n'a rien à voir. Qu'on se soit débrouillé pour que l'effet chimique sur la plaque corresponde à la couleur de la chose, ça s'appelle de la chimie. Mais ça n'a pas rien à voir avec la couleur de la chose, mais ce n'est pas la couleur de la chose. C'est pas la même chose que tu décrocher le téléphone et tu dis « Allô, oui, c'est toi ?» Ben non, c'est pas moi, tu vois. C'est pas moi. C'est ma voix transmise par un appareil qui te reconstitue comme elle peut certaines des dimensions de mon existence, mais sûrement pas la présence. Donc tu as tout le semblant, mais pas la présence. C'est super la vie. Je parle pas des vidéos, de tous ces trucs-là. La visio, c'est vraiment le... C'est l'inverse de la vision, d'avoir une vision d'ailleurs. Parce que dans la vision, quand tu as une apparition, derrière l'apparence un peu fictive, tu as du réel. Là, c'est l'inverse. Derrière une apparence vraisemblable, tu n'as rien du tout. La visio, c'est l'inverse d'une apparition. Et la télévision, c'est l'inverse de la foi. Voilà. Derrière la présence apparente, tu n'as rien du tout, alors que dans l'Eucharistie, derrière le rien du tout, tu as une présence totale. Dans la foi, derrière. Et donc, c'est pour dire que découvrir, c'est une chose d'identifier l'intelligence, c'est autre chose de découvrir, d'apprivoiser, d'intégrer son mouvement propre. Ce qui veut dire d'ailleurs que ce qui est vrai de l'intelligence, donc de la partie la plus intacte de ma personne, puisque de ma vie spirituelle, c'est de nouveau, c'est du sémovere. Je n'ai rien à faire. Et c'est Simone Weil, la philosophe, qui dit avec génie, je vous en ai parlé la dernière fois, que la seule chose à faire, c'est l'attention. Et l'attention, c'est rien d'autre que de recevoir l'expérience sensorielle. L'attention, c'est une attention à quoi? Une attention à l'expérience, au réel comme il est. Et d'ailleurs, du coup, l'attention, c'est autant de ne pas laisser l'expérience sensorielle être parasitée par l'affectif ou la mémoire. C'est plutôt ça. Mais l'intelligence elle-même, elle est naturellement attentive, l'intelligence. Alors, elle a 1000 formes d'attention. Hein. D'ailleurs, Simone Weil, à mon avis, avait une vision un peu univoque de l'attention. Tu peux avoir une attention flottante, mais qui est beaucoup plus réelle qu'une attention concentrée. Si tu te concentres, tu perds un nombre d'informations énorme en te concentrant. Tu vas dire, oui, je suis attentif. Là, tu zappes 90% des informations. Une écoute orientée ou une attention orientée, c'est déjà plus une attention. Alors, c'est pas gênant, c'est toujours de l'attention. Hein. Mais l'attention au sens large, elle essaie de recevoir, voilà. Alors, tu n'arrives pas simultanément à avoir une attention large et une attention fine et en profondeur. Tu ne sais pas faire les trois. Donc, où tu as une attention large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te mets à accepter sensoriellement de percevoir l'ensemble des choses qui sont autour de toi. Et ça va très loin, parce que tu ne perçois pas que ce que tu vois. Tu perçois ce que tu entends et tu perçois ce que tu touches. Et tu ne touches pas simplement ce qui est immédiat. Par le médium de l'air, c'est très étonnant. Ton toucher va très très loin, en fait. Tu peux savoir que tu es sur une île. Comment tu sais que tu es sur une île? Tu as kidnappé, tu as mis une cagoule sur la tête et tout d'un coup, tu peux dire que c'est sur une île. Si tu as une perception... alors, elle n'est pas visuelle, hein, parce que, en plus, tu es dans ta cagoule, donc rien du tout. Comment est-ce qu'un aveugle fait pour percevoir certaines choses à distance? Pas par la vue, il n'en a pas.
Ça peut être l'ouïe, mais c'est aussi le toucher. Le toucher est une perception qui va extrêmement loin, mais voilà, on l'a pas. Donc je peux avoir une perception, une attention large, c'est-à-dire, du coup, mon intelligence, elle est une intelligence qui va apprendre à recevoir tout le réel et sa complexité. Elle peut être aussi une attention fine, d'accord ? C'est-à-dire que comme je n'arrive pas simultanément à regarder le mouvement de l'air dans la feuille qui est sous mes yeux, et en même temps l'ensemble de la prairie, et en même temps l'ensemble du massif montagneux, et en même temps le continent sur lequel je vis, et en même temps la planète au milieu de l'univers, j'arrive pas à faire tout à la fois. L'univers, c'est compliqué, parce que j'ai perdu l'habitude de ça. On l'avait sans doute plus dans le sein maternel, la perception de l'autre bout de l'univers, mais on l'a perdu. Par peur, vous savez, la peur, ça restreint le champ perceptif. Donc nous, on est sur l'immédiat de sauver sa peau, quoi. On a un psychisme quand même beaucoup d'animaux menacés, quoi. Et bizarrement, ça ne s'efface pas. Enfin, ça se rééduque très lentement. Et puis, je peux avoir une attention fine, je peux avoir une attention large, et puis je peux avoir, c'est autre chose qu'une attention profonde. Je peux avoir une attention très fine, mais qui n'est pas en profondeur. J'essaye de saisir avec précision les choses, mais précision, ça ne veut pas dire relief. Vous êtes devant un champ. C'est quoi l'unité des vivants qui sont là? Je parle des végétaux simplement. C'est quoi? C'est comme comme une grande pieuvre avec plein de petites branches. C'est comme un grand arbre avec plein de petites branches. C'est une collection d'une multitude d'individus. C'est quoi exactement ce que vous avez sous les yeux? Tu vas me dire oui, c'est vert et le vent se déplace. On est tout à fait d'accord. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est sympathique. Ça m'écoute de ma gueule, que ça soit sympathique ou pas sympathique. Je te demande qu'est-ce que c'est. Et donc l'intelligence, elle va naturellement vers l'identité de la chose. Ça, c'est pour en venir au fait que le premier acte de l'intelligence, comprenez bien, c'est de coïncider avec la chose perçue. Parce que je peux regarder, garder l'image et m'en aller. Non. Je t'ai regardé, je t'ai vu, je m'en vais. Oui, je me souviens de toi. Est-ce que tu m'as regardé suffisamment de temps pour percevoir qui je suis? Ben non, j'ai vu ta tête, t'es blond, brun, grand, petit, gros, maigre. Ça suffit. Voilà. Donc là, j'ai pas pris le temps d'accord. Là, j'ai pas fait d'acte d'intelligence en fait. J'ai simplement fait un acte sensoriel, de mémoire, et puis j'ai collé une étiquette. Et l'intelligence s'est réduite à coller une étiquette sur la base de ce que je sais déjà. Tu t'appelles Albert, j'ai marqué ton nom, j'ai ta carte d'identité. Domiciliation, plus ton empreinte digitale, super la vie. Mais ça ne m'intéresse pas qui t'es. Et donc, le premier acte, c'est un acte précisément par lequel je sors de cette espèce de connaissance superficielle dans lequel je sous-nourris l'intelligence. Parce que je la nourris que d'une image doublée d'un concept qui ne vient pas du réel lui-même. La compréhension que j'ai, elle ne vient pas de la chose elle-même. J'ai collé une précompréhension sur de l'information sensorielle. On fait ça 80% du temps, dès qu'on est fatigué. Et c'est terrible parce qu'on fait ça sur nous, on fait ça sur nos activités, on fait ça sur le sens de notre existence. Et alors on est dans un monde dans lequel, ça s'appelle de la bêtise, hein, ça. Mais de la bêtise, pas, oui, c'est de la vraie bêtise. C'est-à-dire que tu es même en dessous de la bête, quoi. Parce que la bête, elle est dans la perception sensorielle. Et ça, c'est bon, voilà, on est dans le monde, le Saint-Père vient d'écrire là-dessus, on est dans un monde qui favorise cette superficialité complète de la connaissance, donc qui me met en état non seulement d'anémie intellectuelle de l'intelligence, mais qui du coup me met en angoisse profonde. Que du coup, c'est les émotions qui, à partir d'images stéréotypiques, dirigent ma vie, quoi. Et alors pour lutter contre ça, du coup, tu opposes du spirituel, c'est très bien, sauf que le problème, c'est que tu n'as pas l'embrayage. Et l'embrayage, ça s'appelle l'intelligence. Il n'y a rien à faire. L'embrayage sur le réel, ça s'appelle l'intelligence. Il n'y a pas d'autre embrayage. L'amour ne suffit pas à embrayer. Parce que l'amour, c'est dans l'intention. Mais qu'est-ce qui fait que l'amour devient effectif? C'est grâce à l'intelligence.
L'amour, s'il devient l'amour, quand tu aimes ce qui est. Pas quand tu as l'intention d'aimer l'objet inconnu qui est devant toi. Sinon, tu aimes l'image que tu as de l'autre, qui d'ailleurs peut être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus adaptée à toi d'ailleurs que la réalité elle-même, qui a plus d'aspérité, de complexité, qui t'échappe. Et donc, le premier acte, ça s'appelle ce qu'on appelle le jugement d'existence, c'est-à-dire c'est un acte d'identification de l'existence de la chose et de sa consistance propre à travers la sensation. Cette bougie, ce cierge, c'est pas un autre, c'est celui-là. Et une fois qu'il sera consumé, il n'y en aura plus. Il aura été transformé en chaleur et lumière. Excusez-moi, mon père. Pourquoi à ce stade-là, c'est les émotions qui dirigent dès que je me mets à identifier la chose, les émotions, elles se recalent en arrière. Ouais. Mais si je ne vais pas jusque-là, je dis à une bougie, c'est beau les bougies, ça me fait penser, je sais pas quoi, à Jésus, ça me fait penser à l'âme et le corps, ça me fait penser, puis ça me fait penser quand j'étais petit, et l'anniversaire en soupe dessus, voilà, je suis parti dans mon truc. Dans l'imagination. Voilà. Puis c'est dangereux, ça brûle. Moi j'ai un grand-père, son char a explosé, et tous les gens sont morts brûlés, et lui, il était brûlé au 3e degré, il s'est retrouvé dans le fossé, complètement un petit morceau. Et toute sa vie, il avait peur du feu. Après, dès qu'il fallait allumer un feu dans une cheminée, il avait une espèce d'émotion. Parce que quand je présume que les gens de Grand Montana, il ne faut pas s'amuser avec des briquets sous leur nez, quoi. Et donc, c'est l'émotion, ça. Oui, je comprends. Et donc, l'acte, mais c'est là que je vois bien que, naturellement, l'intelligence, elle a l'appétit de la chose. Parce qu'elle est faite pour ça. L'intelligence ne se repose que dans l'habitation de l'être de la chose. Et une seule chose suffit à l'identifier. Surtout quand elle est simple. Quand vous êtes sur un écran, c'est très compliqué. Un téléphone. Vous avez un téléphone, un écran, une image, et ce qui évoque l'image qui est manipulé par les gens qui l'ont mis dedans. Ça fait beaucoup. Donc en fait, quand tu regardes un écran, il y a déjà tout le système économique mondial, tout le système de communication mondial, tout le système d'électrification du monde entier, plus les banques de données qui font des kilomètres et des kilomètres carrés d'ordinateurs, plus des gens qui passent des jours et des nuits et qui sont payés des fortunes pour que tu sois ce que tu... C'est épuisant. T'allumes le truc, là, c'est beaucoup trop compliqué. Quand tu prends la bougie, puis tu la regardes, là, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Tu peux partir tu peux prier, tu pries spontanément d'ailleurs. Regardez l'évangile du jour sur ton écran. Peut-être, mais dis-toi que tu t'injectes une dose de fatigue cérébrale à la base, qui est gigantesque. Donc évidemment, quand tu es en pleine forme, tu arrives à compenser par l'intensité spirituelle par laquelle tu es content de lire l'évangile du jour. Mais c'est comme de s'avaler, si vous voulez, un grand verre de vodka avant le petit déjeuner. Tu peux commencer la journée avec avec de la vodka. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, c'est exactement l'effet que ça a. C'est un effet d'explosion psychosensorielle. Donc, voilà, 45 secondes d'écran, t'es déjà azimuté. Alors on dit, mais comment on fait ? Il faudrait exactement comme sur les paquets de cigarettes, dès que tu ouvres le truc, cette machine est pire que de te tuer, elle te décérèbre, c'est décérébralisation, anéantissement, manipulation, et autodestruction. Donc tu vas avoir des choses horribles, tu sais, des gens, je ne sais pas trop quoi, moi, qui sont devenus totalement fous. On devrait photographier des gens vraiment devenus complètement fous. On dirait, voilà, ça c'est ce qui t'attend, continue à consommer. Parce que les paquets de cigarettes, à part le petit moment où il y a juste le nom du truc, là, tu sais, tu as juste le paquet, j'en ai acheté 2,
Tout le paquet, c'est que des choses horribles, quoi. Tu vois, t'as juste, alors que tu cherches partout, tu as une petite indication avec la marque. Avant de créer la marque, elle faisait tout le paquet. Là, c'est tout petit, c'est très très cher, donc c'est vraiment, c'est l'objet, c'est presque radioactif. Mais c'est rien. Tu peux fumer 3 paquets par jour. C'est 45 secondes d'écran. Allez, c'est le réel, ça. Je suis le premier à pas savoir. Mais le tout, c'est de voir pour l'intelligence ce que ça fait. Et donc, c'est comme disait, je me souviens très bien au début des ordinateurs, là, c'est à l'abbé de Solesmes, il disait, quand un frère a travaillé 1 heure devant un ordinateur, je ne parle pas d'Internet, devant un ordinateur, hein, un ordinateur fermé, il faut qu'il aille marcher 1h30. 1h30 de marche pour 1 heure d'ordinateur, d'écran. Écologiquement, c'est raisonnable. Et donc un écran clos avec du blom, 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 tu vois, chtonk, et puis tu vois le gros machin, enfin voilà, tu n'as aucune finesse, tu n'as pas d'image, hein. Là c'est que du texte, c'est le frère qui tapait du texte. Donc 1 heure de texte sur écran, c'est 1h30 de marche derrière. Si vous réfléchissez, vous êtes obligé d'admettre, moi aussi d'ailleurs, que c'est juste. Donc j'ai rien contre les polluants éternels et tous ces machins-là, et le cadmium et autres, hein. Mais on sera mort psychiquement, mais bien avant que tout ça nous tue, hein. Enfin bon, bref, je ne veux pas vous faire... lisez l'encyclique du pape. Voilà. Et donc c'est pour dire que ça veut dire juste que le jugement d'existence, c'est-à-dire quelque chose par lesquelles je respire à plein poumon l'être de la chose, c'est un assainissement, c'est l'acte proprement humain. Voilà. Et comme disait d'ailleurs l'intuition qu'avait très fortement Simone Veil, c'est déjà la prière et la contemplation. Et quand tu es chrétien, tu es au bord de la vision béatifique quand tu fais ça. Alors, ceci dit, je ne peux pas faire que ça. Parce que je peux passer 1 heure à regarder je ne vais pas avancer si je ne m'interroge pas. Parce que c'est bien, mais par exemple, cette chose-là ne me dit pas en quoi est fabriqué. Parce que je vois bien que dans la nature, je ne croise pas des trucs comme ça. Donc, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas d'analogie naturelle. Dans les choses naturelles, la cohérence est interne. Donc c'est très bizarre, tu regardes un arbre ou un lapin, même si tu n'as pas d'information, tu vois bien que la cohérence t'attire. Ce qui t'attire dans la réalité naturelle, dans un arbre, dans un animal, c'est le lien entre la complexité, la diversité et la cohérence. C'est incroyable. Tu regardes un chien, un âne, un arbre, et tu te dis, c'est incroyable. C'est d'une complexité incroyable. C'est d'une diversité incroyable. Un organisme animal, bien sûr, mais déjà un organisme végétal. Et même d'ailleurs des choses simples. Regarde les nuages. Regarde le cours d'eau. Regarde le feu. Et donc, déjà, donc ce qui est très bizarre, c'est que la réalité naturelle et la personne humaine, elle en fait partie, à condition que je désaffective, enfin, que je ne sois pas piraté par la relation à la dimension affective, sauf si c'est une affectivité spirituelle qui, précisément, me pousse vers la chose telle qu'elle est. Donc, une affectivité éduquée, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que la chose elle-même me plonge dans la simplicité et la richesse de la réalité. Donc, d'une certaine manière, le réel me met à son école. L'intelligence, elle se met spontanément à l'école de la chose elle-même. Et la manière de l'intelligence, si je veux la développer, parce qu'elle est faite pour ça, la première école, c'est l'expérience sensorielle des choses naturelles. Et d'ailleurs, dès que j'ai fréquenté un peu les choses naturelles, je vois tout de suite que ça n'en est pas une. Pas plus d'ailleurs que ça. Parce que des humains de cette taille-là, je ne connais pas. Quand j'avais cette taille-là, je n'étais pas habillé comme ça. Puis je vois bien que c'est fait dans un matériau, là, je ne sais pas très bien si c'est de l'ivoire ou du plastique, d'ailleurs. Ça ressemble plutôt à l'ivoire, parce que c'est un peu... Ça veut dire que je contribue tout de suite écologiquement, colonialistiquement, c'est quand même pas très bien, mais bon. Bah oui, je repère à l'extermination des éléphants, quand même. Bon, c'est la Vierge Marie, paraît-il, est-ce que ça suffit à transfigurer l'extermination des éléphants ? Tout de suite, ça devient très compliqué. Donc, oui, c'est très compliqué. Les pauvres Vierge Marie, elle est très simple dans sa réalité, mais alors, le truc là est très compliqué. Voilà.
Puis ensuite, quelle est la psychologie du type qui a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait pencher? Pourquoi il l'a pas... C'est très compliqué. Et donc, toutes les choses artificielles, c'est des combinaisons géniales, mais complexes. Et donc, je ne peux pas m'attaquer... Je ne deviens pas intelligent avec des choses artificielles. Parce qu'elles sont elles-mêmes le fruit d'une intelligence élaborée. L'invention de la bougie, c'est gigantesque. C'est très différent de la lampe à huile comme type d'intelligence. Le soir quand on chante le cierge pascal, là, on chante la bougie. Parce qu'il y a les abeilles, avec la cire. On ne chante pas la lampe à huile, on chante le cierge. Et donc, le jugement d'existence me permet, de certaine manière, c'est métaphorique, hein, mais d'apprendre à m'installer dans la chose. Même si je ne m'installe jamais, définitivement, je fais toujours un aller-retour entre la chose en elle-même, ce que j'en perçois, la chose en elle-même, ce que j'en perçois. D'accord ? Et progressivement, ce que je perçois de la chose avive mon désir de mieux la connaître, donc me fasse revenir à l'expérience sensorielle, et l'expérience sensorielle me reconduit à la chose de manière nouvelle. C'est un cercle vertueux. D'accord ? Et je vois bien d'ailleurs que plus la réalité dans ce qu'elle est s'imprime en moi, c'est très bizarre. À la fois, j'ai moins besoin de l'expérimenter, puisque je la connais mieux. Au début, tu as besoin d'observer longuement les choses avant de les connaître. Et quand tu les connais, tu as moins besoin d'en faire l'expérience, et en même temps, il y a un désir fondamental du réel tel qu'il est. C'est très étonnant, ça. C'est très bizarre. Il te manque moins et il te manque plus à la fois, le réel. Et c'est intéressant parce que ça ne correspond pas du tout à tes logiques affectives. Ça. C'est aussi très rééducatif. Quand tu commences à voir qu'est-ce qui se passe quand tu descends dans l'acte de connaissance, c'est impressionnant ce que ça assainit le rapport à ton être, à ton identité, et c'est un des grands calages de l'affectif. Parce qu'une fois qu'on a compris que c'est tragique l'affectif, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu le gères? La manière la plus profonde de gérer l'affectif, c'est de lui mettre une colonne vertébrale qui s'appelle l'intelligence. Et vous avez compris, du coup, c'est à la fois objectif et subjectif. C'est objectif parce que c'est la chose elle-même que je connais, mais c'est subjectif puisque cette chose elle-même, je l'ai accueillie à l'intime de moi. Donc c'est très étonnant comment la connaissance, elle assainit l'opposition entre objectif et subjectif. Qui est un peu le drame de l'affectif. Entre ce que tu as cru percevoir et ce qui s'avère être la chose, tu passes ton temps à te ramasser. Le malentendu et l'équivoque, c'est le monde de l'affectif. Car évidemment, c'est plus simple avec un cierge qu'avec une personne humaine. Bien que la personne, c'est d'abord basiquement une réalité naturelle. La personnalité est en partie artificielle. Ma personnalité est artificielle, parce que c'est le jeu que je joue, en partie. Pas que. La personnalité, elle est composite, elle est faite à la fois de la manière dont je gère la réalité fondamentale que je suis, la réalité naturelle que je suis, mais dont je gère aussi le fait que je n'arrive pas à la gérer. Et puis, c'est le rôle aussi, dans la personnalité, il y a aussi le rôle que je joue pour sauver ma peau, ou que je crois devoir jouer pour sauver ma peau. Plus, comment est-ce que j'oriente ce jeu par lequel j'essaie de sauver ma peau vers ce que je voudrais être. C'est très compliqué, C'est très élaboré, la personnalité. Et donc, c'est un mélange entre un truc naturel et un truc pas du tout naturel. Des fois, c'est totalement artificiel. Il y a des gens, tu vois bien, ils ne sont pas du tout eux-mêmes. Alors, personne n'est vraiment... Tu as des gens qui jouent superbement le fait qu'ils font semblant d'être eux-mêmes. Ils sont super cool, détendus. Voilà. Ça, c'est le matin que tu sois en forme. Que tu sois un peu usé, c'est pas tout à fait pareil. Là, tu vois tout d'un coup la colère, l'énervement, le dédoublement, la manipulation. Enfin, c'est moins cool. Il faut tester la chose. Enfin, tu vois, là, voilà. Et donc, le jugement, qui est l'acte propre de l'intelligence, pour s'approfondir, pour que l'intelligence puisse s'enrichir de la chose, de la réalité. Et très bizarrement, ça veut dire aussi que l'humain ne se déploie pleinement que par cette connaissance. Et pour ça, il va falloir que l'intelligence, je lui facilite, je cultive son développement, en fait. Il va falloir cultiver la croissance de l'intelligence, si je veux utiliser une métaphore juste.
C'est pas l'intelligence qui travaille sur elle-même pour se développer ses petits muscles. Hein. C'est que je dois cultiver l'environnement qui va la laisser grandir. Comment je permets à l'intelligence de se déployer librement, on va dire ça comme ça. Donc je lui ai dit, première manière dont je cultive l'intelligence, c'est en mettant à sa disposition l'expérience sensorielle. Deuxièmement, c'est en laissant l'intelligence aller vers la chose là où elle ne la connaît pas encore et où elle a le désir de la connaître. Ça s'appelle l'interrogation. Est-ce que la chose est forcément matérielle? Est-ce que la première chose est forcément matérielle? Est-ce que la chose est forcément matérielle? Il faut commencer par les choses matérielles. Parce que les choses pas matérielles, je ne sais pas faire au début. Au début, on va te dire l'âme. Il faudrait dessiner, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez? L'âme, c'est une petite énergie, c'est une espèce d'ectoplasme, c'est un fluide, c'est quoi l'âme? Dieu, j'entends même pas. Deuxième question, est-ce que la matière est vivante? Bah, il y a de la matière vivante, la matière non vivante. Un caillou, c'est pas vivant. Le truc là, ça, c'est pas vivant. Même la flamme, ça peut avoir l'air vivant. C'est la chose incroyable de la flamme. Les nuages, l'air, mais d'ailleurs la flamme, il y a de l'air. Donc le feu, c'est vraiment la chose qui est la plus proche de quelque chose de vivant. Ça veut pas, mais la matière est en mouvement. Mais c'est pas un mouvement d'elle, elle ne se meut pas. Contrairement aux apparences, c'est pas tout d'un coup le centre de la Terre qui a décidé qu'il fallait régurgiter, et pouf, il y a un volcan qui apparaît. Maintenant qu'elle a digéré, elle recrache. Donc ça, c'est métaphorique, ça. C'est-à-dire que la matière subit le mouvement qui la traverse. Le vivant, lui, il génère son propre mouvement, ce qui est stupéfiant. Ça pousse tout seul. Le vivant génère son propre mouvement. C'est incroyable. Le fraisier, là, ça fait des fraises. Et le lendemain, il y a encore d'autres fraises. En une nuit, c'est pas possible. En une journée, une nuit, ben si, parce qu'elles n'étaient pas encore tout à fait mûres. C'est incroyable, le vivant. C'est un concentrateur autogestionnaire. Il utilise le réel autour de lui et il en fait, de ce réel autour de lui, par l'assimilation, il intensifie qui il est. Il s'auto-meut, il s'auto-intensifie, il s'auto-qualifie. Et donc, la troisième phase, ça va être l'intelligence pour pouvoir mieux saisir la chose. Elle va vers ce qu'elle n'en connaît pas encore. Et puis, alors, c'est très étonnant. L'intelligence, elle sait hiérarchiser parce qu'elle voit bien que tout n'a pas la même densité d'être. C'est assez fin, l'intelligence. Une fois que j'ai dit que ça existe, oui, mais je vois bien que là, c'est pas facile finalement une bougie. Hein. Est-ce qu'il y a un centre? C'est la mèche, le centre, c'est la flamme ou c'est la cire? J'y arrive pas. Il n'y a pas de centre là-dedans. Il y a un agencement de choses qui donne un résultat. D'accord? C'est une composition artificielle. L'humain a rassemblé des choses qui n'existent pas à l'état naturel, et donc il a créé quelque chose qui utilise la nature pour fabriquer quelque chose qui n'est pas naturel. Un produit transformé. Exactement. C'est pas un feu follet. Si, j'ai vu des feux follets. C'est pas une luciole. C'est pas la foudre. C'est pas la branche qui a pris feu. C'est génial d'ailleurs, hein, de réguler le feu. Et donc, ça marche pas avec une chose artificielle. Je n'arrive pas à en saisir le centre. La substance, on va dire ça. Quelle est la substance du pain? C'est une bonne question quand on croit le caractère. C'est quoi la substance du pain? C'est la farine? Non. La farine, ça ne fait pas du pain. Tu fais du pain avec de la farine. Donc c'est quoi la substance? C'est l'eau? C'est pas l'eau, c'est pas la farine, c'est pas la cuisson. C'est quoi?
Non, le blé, c'est la matière de base avec laquelle tu fais. Le blé, ça donne pas du pain. Un assemblage de choses qui fait que... Donc la substance, est-ce que c'est l'assemblage? Mais quelle est la source de l'assemblage? Ben, c'est toi. Donc la substance, c'est quelque chose de toi dans la chose. Tu n'as jamais pensé à ça. Toi, quand tu manges ton pain, tu dis c'est substantiel. Quand tu as une petite hostie transparente là, qui te fond dans la bouche, même tu as oublié que tu as commis au bout de 45 secondes, tu dis ben, c'est pas très substantiel, là, donc tu as besoin de substantiel. C'est possible que ça soit substantiel au sens où c'est consistant, mais consistant, ça ne te dit pas ce qu'est la substance. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ça fait substance. Donc la substance du pain, c'est ton idée dans la chose. Bizarre, hein? Là, on voit bien que la matière n'a pas changé. Chimiquement, l'analyse, toujours de la farine. C'est toujours de... L'Eucharistie, c'est pas devenu autre chose. Hein. T'as pas d'un coup. Alors, tu as le miracle eucharistique, mais le miracle eucharistique, c'est un miracle, comme son nom l'indique. Alors, pardon, excusez-moi, mais alors le pain qui est fabriqué en série avec des machines, il y a de la substance? Très lointaine, beaucoup plus lointaine. Beaucoup plus lointaine. Elle est beaucoup plus lointaine. C'est pour ça que dans la tradition chrétienne, normalement, les hosties sont fabriquées par des religieuses. C'est pas les machines, elles font ça. Normalement, même d'ailleurs, on faisait ça à la main. Moi, j'ai compris ce qu'était la substance du pain le jour où j'ai vu un documentaire qui est fait par le frère d'une de nos sœurs, qui est allé à, pas Kaboul, une autre ville en Afghanistan, et il filme pendant 20 minutes un boulanger qui pétrit la pâte. Mais bon, c'est le cinéma qui fait ça, hein, que c'est intéressant de voir quelqu'un pétrir. Mais même si le film fait que tu comprends à quel point tout le corps, toute l'énergie de la personne descend. Donc, il n'y a presque aucune réalité physique, à part le modelage ou le potier. Hein. Mais dans le pain, c'est encore plus. C'est comme si l'investissement de la personne dans ce qu'elle réalise, qui pourtant, il n'y a aucun génie dans l'intelligence. Tu vois, l'idée du pain, bon, bah, une fois que tu as la recette du pain, ça ne va pas chercher midi à 14h. Ce n'est pas de la cuisine moléculaire. Oui, parce que ce que vous dites, donc le pain industriel. Sinon, Syrie. Le pain en Syrie. Ou par ailleurs. En série. En série. Non. Le pain en série, c'est le pain industriel. Dans l'objet industriel, précisément, il y a une idée. Je vais entendre ce que je voulais entendre, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours les mêmes ingrédients sur notre pays. Exactement. C'est ça, mais l'importance, c'est que dans un cas, l'artiste, on va dire ça, l'artisan est lointain par rapport à la chose, puisque dans le cas du pain industriel, par exemple, l'intelligence de l'humain a été dans l'idée de base. L'idée de base, elle demeure. Et donc, il y a une idée humaine qui est toujours dans la chose. Sauf que cette idée humaine qui est dans la chose, elle est très éloignée de la... Ça n'est plus l'homme qui le fabrique, au sens physique, mais c'est encore lui qui l'a pensé. Voilà. Mais le pain qui a été pétri, tout pain était pétri jusqu'à, je ne sais pas quelles sont les premières inventions du pain industriel, mais c'est quand même très 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 récent. Et donc la différence, c'est que dans le pain pétri, non seulement l'origine, elle est l'intelligence de l'homme, mais en plus l'investissement physico-psychique de manière très simple, de l'artisan dans la chose est très forte. Voilà. Et donc c'est sans doute, enfin c'est même très certainement, en dehors du fait que c'est de la nourriture, la raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, a choisi du pain pour nous donner Jésus dans son corps. C'est pas par hasard. Et pour moi, on comprend pourquoi le Christ a fait ce geste, que quand on perçoit à la fois la simplicité de l'idée, mais bizarrement, que dans un objet aussi simple, il y ait tant de place pour l'acte par lequel l'homme durablement s'investit dedans. Et avec en plus une simplicité qui fait qu'il n'y a pas d'ego. Tu peux mettre ton ego en faisant une sculpture, tu peux faire ton ego en faisant une icône, tu peux faire un ego en faisant un bijou. L'ego dans ton pain, ça ne va pas aller chercher de très loin. Tu ne vas pas pouvoir inventer 1000 origines. Alors si tu fais de la pâtisserie, mais je ne parle pas de la pâtisserie, hein, je ne parle pas du pain, je parle juste du pain de base là. Enfin, voilà, donc c'était juste pour vous dire que la substance des choses artificielles, c'est toute une histoire, et effectivement, précisément, je la saisis par analogie avec les choses naturelles. Donc c'est dans les choses naturelles que je vais apprendre à voir que tout n'a pas la même valeur. Tout n'a pas la même valeur. La taille de ton brin d'herbe
n'est pas la même chose que la consistance de ton brin d'herbe, non? La taille peut être variable, elle a la même consistance. Donc il y a des choses éphémères ou complètement accidentelles. Ton brin d'herbe, il est là, à cet endroit-là. Il y en a un autre qui est là. C'est pas le même, mais tous les deux, c'est de l'herbe. Donc quelque chose, donc, vous voyez, si je vais comparer, je dis, bah oui, c'est pas parce que c'est pas au même endroit que c'est pas la même chose. C'est pas parce que ça n'a pas la même taille que c'est pas la même chose. Et même, je vais m'apercevoir dans certains cas que c'est pas parce que ça n'a pas la même apparence que c'est pas la même chose. Et donc, l'intelligence va apprendre, là, elle commence à se familiariser avec les choses en les comparant les unes aux autres, à s'apercevoir que dans chaque chose, dans chaque réalité, tout n'a pas la même densité d'être. Il y a une densité d'être permanente, ce qu'on appellera la nature de la chose. C'est de l'herbe. C'est pas une feuille de pommier. C'est une pomme, c'est pas une poire. Tu fais l'inventaire des pommes autour du monde et l'inventaire des poires surtout autour du monde. Quand tu vas en Corée, on te dit ça c'est une poire, de gros machin, tu sais pas très bien si c'est un pamplemousse au début. Une espèce de pomme sous amphétamine, c'est bizarre. Et d'ailleurs au goût, ça, et puis tout doucement, tu as l'impression que si, c'est vraiment une poire. Et là, ça change ton schéma. Tu sais, Et donc, c'est ça. Et là, l'intelligence, comment dire ça? Elle s'aperçoit que plus elle identifie la chose dans ce qu'elle est au-delà de sa manière d'apparaître, et plus la chose devient sienne. Sienne. Plus ça devient mien. Ce travail-là, cette déambulation comparative, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Et là, on n'est pas égaux. Dans le jugement d'existence, on est égaux. Même les autistes. Même les handicapés profonds. Mais on n'est pas égaux dans le raisonnement. On n'est pas égaux sur l'impact de l'affectif. L'affectif, par la mémoire et l'imagination, peut avoir sur notre perception sensorielle, mais on n'est pas égaux non plus dans le raisonnement. Il y a des gens qui ont des capacités de comparaison très rapides, trop rapides des fois. Donc ils vont effleurer les choses, mais en comparer beaucoup. Vous savez, ça donne les gamins d'aujourd'hui qui te sortent une espèce de synthèse approximative intuitive. Alors une fois ça tape pile dans le mille, c'est génial, mais la fois d'après c'est totalement faux de A à Z. Mais ils ne voient pas la différence. Parce que c'est de l'intuitif de surface. C'est comme de faire du snowboard à la différence de faire du ski. Même chose. Tu glisses. Tu n'appréhendes pas la profondeur de la matière, tu glisses dessus. Voilà. Et donc, il y a des aptitudes variables au raisonnement. Vous avez des gens qui ont le raisonnement comme la charrue, qui ont des raisonnements lents et en profondeur. Vous avez des gens qui ont des raisonnements surfaciels mais rapides. Vous avez des gens qui ont des raisonnements qui leur font saisir les différences, mais plus difficilement l'identité de la chose. Vous en avez, ils arrivent à s'enfoncer dans les choses, mais du coup, il ne faut pas qu'ils s'intéressent trop à des choses différentes, ça les distrait. Ils sont ils ont besoin de réfléchir en approfondissant une chose. Et parfois, il y a les deux, non? Parce que moi, Oui, parfois, je vais trop vite et après, j'avance comme une charrue. Mais... C'est ça. Et puis, il y a ceux qui avancent ni trop lentement ni trop vite, mais sur plusieurs chantiers à la fois. Il y a beaucoup de choses qui jouent là. Et là, je vois pour le coup, dans les aptitudes au raisonnement, l'affectif de nouveau joue. Voilà. Parce que c'est l'affectif qui fait qu'on est plus monotâche, vous voyez, plus c'est à la fois, c'est pas que l'affectif, d'ailleurs, l'organisme physique joue aussi, mais on est plutôt à travailler sur plusieurs chantiers à la fois, voilà. Donc il y a et chacun de nous, le tout c'est de découvrir, c'est très intéressant d'ailleurs, quelle est l'aptitude à la déambulation d'intelligence qu'est la nôtre. Ça dépend aussi de notre tempérament. Oui, c'est ça, basiquement c'est ça. C'est pour ça que je disais physico-psychique, parce que le tempérament c'est à la fois du physique et du psychique. Si tu as un petit sec, c'est pas comme si un grand déployé, ça fonctionne pas pareil, ni dans le corps, ni tout à fait dans le raisonnement. Et donc là, on voit réapparaître la raison,
Et je vois bien, pour faire court, que vous voyez bien que c'est ce que l'intelligence, c'est ce que cette déambulation, à un moment donné, c'est Aristote le premier qui fait ça d'ailleurs, qui pourtant est celui qui a aussi mis en lumière ce qu'était l'intelligence de manière extraordinaire. Il dit, il y a une manière, comment dire ça, rigoureuse de mener cette déambulation, qui s'appelle la logique. Qui fait que tu vas d'un point A à un point B et tu vois le chemin par lequel tu passes. Ça, c'est très analytique. Tout à fait, ça s'appelle l'analyse. C'est plus système, il n'y a aucune place à la systémie. C'est quoi le système? Oui, bah si, parce que la vraie systémie, c'est analytique. Mais il n'y a plus de place pour l'intuition synthétique. C'est pas pareil. Sauf que l'intuition synthétique, ça ne suffit pas pour saisir les choses. Parce que l'intuition synthétique, au bout d'un certain temps, on a une perception un peu de tout, mais de rien à fond. Donc, en gros, voilà, on arrive à faire les choses, mais on est tout le temps en train de danser, et jamais on descend en profondeur. On ne sait pas se poser dans les choses. Voilà. Les gens qui ont du synthétique, et aujourd'hui, il y a beaucoup de formes d'intelligence comme ça, en arborescence et tout, on papillonne dans tous les sens, ça veut dire que, et dans certains cas, on peut avoir une saisie du paysage, mais on ne sait pas descendre dans la chose. Donc, à un moment donné, je ne touche pas à l'être des choses. Je reste à ce qu'on appelle leur intelligibilité. En fait, C'est comme quelqu'un qui fait un musée. C'est pas possible que le musée, si tu veux, plus de 4 ou 5 chefs-d'œuvre, après, c'est plus possible. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On papillonne. Bon, le mieux, c'est qu'on reste chez soi pour regarder des photos. Voilà. Et donc, il y a un niveau où le réel, même le plus simple, est inépuisable dans la découverte qu'il me propose. Je ne parle pas des choses artificielles. Le trombone, enfin bien, c'est très compliqué le trombone, mais n'importe quoi. La punaise, voilà. La punaise, je ne vais pas faire une métaphysique de la punaise. De l'épingle à Doris, si. Avec le nom d'ailleurs, mais la punaise, bon, ou le clou. La psychologie du clou, la philosophie du clou, la métaphysique du clou. Bien que. Ouais, donc il y a des choses, voilà. Donc, mais les réalités naturelles, elles sont sans limite. Parce que comme elles sont naturelles, derrière, tu as tout l'univers déjà. Alors que l'univers, il est aussi dans ton clou, mais au 2e degré. Par le métal, par le minéral transformé en métal. Et pardon, mais le petit enfant, il ne serait pas plus effectivement dans, alors je ne sais pas si je vais utiliser le bon terme, mais dans l'attention plus profonde que dans l'attention globale? Alors ça dépend beaucoup des enfants. Les enfants, ils vont picorer partout. Et après, ils veulent commencer un truc, ils vont sur un autre. Et de temps en temps, ils ont des intuitions géniales. Puis de temps en temps, ils sont complètement angoissés. Voilà. Puis vous en avez, alors eux, voilà, il y a des formes d'autisme. Parce qu'il y a plein de formes d'autisme, qui est que dans une chose. Alors il y en a, c'est les spécialistes. Moi, j'ai des enfants, ils ont 5 ans, c'est les spécialistes mondiaux des dinosaures ou des étoiles ou des trucs. Ah bon. Et puis ils ne se contentent pas de savoir, ils te les représentent physiquement, et puis ils sont capables d'aller comparer. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est mono. Hein. Voilà. Et donc, là encore, on voit chez la femme. Alors, ce qu'il y a par contre chez l'enfant, à condition qu'on ne l'abîme pas trop, qu'on ne lui injecte pas de l'héroïne virtuelle à haute dose trop tôt, c'est qu'il est dans la joie que les choses deviennent siennes. Le problème, c'est qu'après ça, il s'aperçoit qu'on va plus vite, en mettant des mots dessus et en rangeant les choses dans des cases. C'est comme ça qu'on lui apprend. En fait, il devient un idiot, comme sont tous les adultes. C'est-à-dire qu'il a compris, c'est plus efficace si tu arrêtes de descendre dans la profondeur et que tu gères le... En gros, il devient un gestionnaire, donc il devient un idiot savant. Il fait des études, comme on dit. Et donc, ce qui est important, c'est que le raisonnement, donc, il peut avoir toute sa rigueur. Et si je descends, alors, je vais voir la logique chez Aristote. La logique, c'est l'apprentissage comme presque de la pensée, de la déambulation au ralenti. Quelle est la manière, c'est un peu comme de faire du tai chi chuan, quelles sont les manières les plus simples? Quels sont, dans le mouvement de l'intelligence qui cherche à comprendre, quels sont les actes les plus élémentaires
qui fait que si tu rentres dans la 16 de ces mouvements-là, tu iras plus vite, avec plus de précision. Voilà. Et donc, il y a toute une ascèse là. Là, il y a un travail sur soi. Ça s'appelle les vertus intellectuelles. L'intelligence n'est pas de la vertu, c'est de la vie. Mais il y a des vertus intellectuelles. Et la logique, la vraie logique, c'est la vertu intellectuelle. On risque d'abandonner, petite parenthèse, d'abandonner totalement l'acquisition de la vertu intellectuelle à cause de cette pensée papillonnante de type informationnel, et maintenant à cause de l'intelligence artificielle ou grâce à elle. L'intelligence artificielle fait semblant d'être logique. Il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, il n'y a même pas au sens strict de raisonnement, il y a simplement une cumulation probabiliste, de plein d'expertises, pour faire simple. Je prends les expertises, je les transforme en raisonnement logique, et après ça, je fais une espèce de cumul statistique de l'ensemble de ces expertises transformées en logique. Et comprenez bien, là, on est dans la logique, qu'est-ce qu'on appelle de la logique formelle, c'est-à-dire on n'est plus dans la scène du Tai Chi Chuan, hein, on est dans la méthodologie. C'est la différence entre faire les exercices de gymnastique, comme on t'a dit, et puis rentrer dans la dynamique de ton corps qui est en train de les faire. C'est pas du tout pareil. Tu peux appliquer la méthode, d'accord ? Tu fais les exercices, et puis tu peux rentrer dans l'intelligence de ton corps qui est en train de se mouvoir. C'est pas du tout pareil. Ben, la logique, c'est ça. Je rentre dans la manière dont l'intelligence, avec A16, apprend à se servir des données sensorielles, de l'interrogation qui est la sienne, et de la dynamique par laquelle elle va aller du plus superficiel au plus profond. Ça s'appelle l'analyse. Mais l'analyse, c'est un art, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir une définition simple, que je n'ai pas, de ce qu'est l'intelligence intellectuelle? Maintenant, ça ne peut pas se définir par définition, ça ne peut pas se définir, puisque la vie, ça se définit pas. Ça se produit comment? Enfin, c'est quoi? À partir de quand? Je sais pourquoi je pose la question, mais à partir de quand on dit ça, c'est de l'intelligence intellectuelle? Alors, c'est d'apprendre. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, le cours précédent, c'est qu'on a vu que le moment où je commence à saisir, moi, ce qu'est l'intelligence, c'est quand, dans un domaine dans lequel je suis vraiment compétent, mais compétent dans le réel, pas compétent dans les bouquins, pas compétent dans l'abstrait. Voilà. Et quand là, je commence à voir que je connais les choses. Ça a commencé bien avant que j'en ai conscience. Mais je m'aperçois qu'il y a en moi une capacité de connaître les choses, c'est-à-dire que les choses deviennent miennes et que d'une certaine manière, je les perçois dans ce qu'elles sont. C'est comme si je les habitais de l'intérieur. Elles m'habitent et je les habite. Il y a quelque chose comme ça dans le voilà. Le raisonnement, c'est l'acceptation que cette dynamique vivante, si je veux qu'elle, comment dire ça, optimiser son développement, on va dire ça comme ça. Il faut que je l'apprenne à la fois, comme dans tout le développement physique, psychique et intellectuel, spirituel, c'est la même chose, à la fois rigueur et souplesse. La rigueur et la souplesse, tu l'as dans le corps, la rigueur et la souplesse, tu l'as dans le psychisme, la rigueur et la souplesse, tu l'as dans la sensation, la rigueur et la souplesse, tu l'as dans l'intelligence. Et après ça, la rigueur et la souplesse, tu l'as dans la volonté, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça s'appelle la prudence. Rigueur et souplesse. Voilà. Et bien là, l'endroit où j'apprends la rigueur et la souplesse la plus haute, c'est dans la démarche du raisonnement. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir, sur la base de l'expérience sensorielle que j'ai, aller avec la plus grande précision, objectivité, rapidité, oui, pourquoi pas, plutôt que d'y passer 10 ans. Si je peux y passer qu'1 an, c'est mieux quand même. Où je vais faire mienne en profondeur la chose. Par exemple, arriver à saisir, mais le mot n'est pas juste, si, arriver à saisir ce qu'est mon âme, oui, au bas mot, c'est un an de travail. L'apercevoir comme étant présente, c'est pas très compliqué. Mais la saisir vraiment, quand je dis un an de travail, c'est de manière intensive, à raison de 4-5 heures par semaine. C'est que la plupart du temps, avant d'apprivoiser suffisamment notre âme pour être capable de la saisir, ce à quoi d'ailleurs m'invite la grâce, de nouveau, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les vertus intellectuelles. Tu n'apprends pas à jouer du piano en 15 jours. Tu n'apprends pas à faire de la haute cuisine en 15 jours. Tu n'apprends pas à dessiner en 15 jours. Est-ce que le fait de
savoir, je sais pas vous, mais le fait de savoir à quoi ça sert l'objet, ça empêche l'intelligence d'aller jusqu'au Oui, parce que du coup, l'utilisation possible des choses, enfin, on a, le problème c'est que l'enfant n'a pas, ou très peu, il a peu de précompréhension. Il en a quand même une, c'est celle du monde dans lequel il vit. Si ta famille t'a dit que les serpents c'est très méchant, c'est très horrible, et par contre les agneaux c'est très gentil et très mignon, voilà, tu vas vers les agneaux en ayant confiance et tu vas vers les serpents avec méfiance. Et l'intuition dans tout ça? Bah, le problème, c'est que précisément, l'intuition, elle est très compliquée, parce que l'intuition, avant qu'elle soit branchée directement sur l'intelligence, elle est aussi liée à ma culture. Tu as des cultures qui développent une capacité intuitive dans tel domaine, absolument pas dans tel autre. Voilà. Et aucune culture ne développe une intuition profonde et ajustée sur ce qu'est l'autre, par exemple. Globalement, parce que c'est l'endroit où on est globalement très peu compétent, et où l'intuition ne sert pas à grand-chose. La patience. Et donc, le problème, c'est ça, c'est les précompréhensions. Et donc, la précompréhension de l'importance qu'est censée avoir la chose joue beaucoup, parce que je vais aller vers les choses qui me semblent importantes ou dont on m'a dit qu'elles étaient importantes. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Et puis, à quoi ça sert? Donc voilà, on peut tout à fait intéresser les gens à des choses tout à fait inintéressantes et les priver d'accès à des choses essentielles. Par exemple, dans la nature, tous ces cadenas, ça va servir si je veux dormir. Il y a quand même un ordre. Je le sais, mais c'est la précompréhension. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Ouais, alors, voilà, il faut prendre le temps de voir. Pour ça qu'un arbre, c'est intéressant d'aller le voir pousser sur 3, 4, 5 ans. De le voir. Prendre le temps de voir le monde végétal, prendre le temps de voir le monde animal. Il faut que je prenne le temps. Tant que je n'ai pas pris le temps, je ne le comprends pas vraiment. Ah oui, mais la philosophie, c'est de s'apercevoir qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Je les sais, mais je ne les connais pas. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je les sais de manière intellectuelle, ou je les sais de manière livresque, ou je les sais par forme de représentation imaginative, mais je ne les sais pas par expérience. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours très intéressant de rencontrer des gens qui ont une vraie compétence de compréhension profonde dans un domaine donné. Là, tu gagnes un temps fou. À écouter quelqu'un qui connaît vraiment les choses en profondeur, c'est mieux que d'écouter 50 experts. Et a fortiori, des milliers d'articles, d'infos, de tutos, de trucs qui servent à rien du tout. 10 minutes avec quelqu'un de vraiment compétent. Le vécu, la vie. C'est-à-dire, c'est surtout que si la personne connaît vraiment, non seulement son intelligence a saisi les choses, mais elle a conscience de la manière dont elle les connaît. Voilà. Alors, après ça, il y a ceux qui ont plus ou moins le génie pour le communiquer, mais même si ça n'a pas bien communiqué, ça dépend du domaine, parce que quelqu'un qui te dit l'âme c'est génial, mais qui est incapable d'aligner 3 mots pour t'expliquer, ça ne va pas te servir à grand chose. Donc vous voyez bien, le raisonnement, c'est ça, c'est la déambulation. Alors il y a plein de formes possibles de déambulation spontanée. Le tout, c'est d'acquérir l'ascèse qui fait que je vais optimiser la précision, la rapidité et le fait que voilà, mon intelligence fait sienne plus en profondeur ce que sont les choses. Ce qui est très impressionnant, c'est que ce raisonnement peut aboutir à saisir des choses que je ne perçois pas sensoriellement. L'âme, vous ne l'avez jamais perçue. L'esprit non plus. Non, l'amour non plus. Voilà. Et donc, comment dire ça? Vous voyez bien, le but, c'est pas simplement du raisonnement, c'est pas de catégoriser rigoureusement les choses, c'est pas ça le but. Je peux m'en servir à ça, mais c'est pas ça le but. Le but du raisonnement, c'est précisément d'apprendre à saisir ce qu'est la chose dans l'invisible, dans le non perceptible. Au sens strict, ça n'est pas perceptible que c'est un chêne. C'est même pas perceptible que c'est un arbre. C'est même pas perceptible que c'est un végétal.
c'est même pas tout à fait perceptible que c'est un vivant. Et d'ailleurs, c'est même pas tout à fait perceptible que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire ça, l'intelligence m'amène à découvrir que ce que sont les choses, leur être, est plus riche que leur apparaître. Donc, il ne faut pas se poser cette question quand tu cuis des navets, hein, mais voilà, leur apparaître, il est utilisable, leur apparaître, je le perçois sensoriellement, leur apparaître me conduit à leur être, mais leur être a quelque chose, et seule l'intelligence saisit l'être des choses. Et l'être des choses a une richesse que son apparaître n'a pas. Et seul l'être des choses m'éclaire pleinement sur leur apparaître. Et qu'est-ce qui s'adapte? C'est l'intelligence qui s'adapte À la réalité. C'est uniquement l'intelligence qui s'adapte à la réalité. Et donc au bout d'un certain temps, quand tu dis, moi je ne suis pas capable, parce que je n'en suis pas à ce stade-là, mais quelqu'un qui dit c'est un chêne, il a presque une sagesse dans la perception de la chose que je n'ai pas moi. Quand je dis moi c'est un chêne, c'est une catégorisation par comparaison. Alors que quelqu'un qui l'a travaillé, qui connaît en profondeur, j'ai l'impression qu'il a vécu avec les chênes. Alors oui, quand lui prononce ce mot, la densité de réel qu'il met derrière n'est pas la quantité d'expérience qu'il en a eu, mais le fait qu'il saisit ce qu'est la chose en elle-même. Excusez-moi, mon père, ça rejoint un peu la caverne de Platon, avec les idées. Oui, sauf que la caverne de Platon, elle va chercher dans les idées, là c'est dans les choses. Aristote dit les idées, elles sont dans les choses, elles ne sont pas dans ma tête. Voilà. Donc Aristote dit c'est dans la matérialité des choses qu'est leur être, et c'est pas en te dégageant de leur matérialité, en allant chercher dans l'abstrait que tu vas trouver. Mais nous, on a du mal à aller chercher de l'invisible dans le visible. On n'est pas habitué à ça, nous. On veut bien de l'invisible abstrait et du visible concret. On est là-dedans, on est dans des catégories binaires, c'est plus reposant. Et s'apercevoir que la moindre chose qui existe, surtout naturelle, recèle en elle-même un mystère qui est qu'elle existe et ce qu'elle est, nous n'avons pas l'habitude de nous nourrir de ce mystère que sont les choses.